Bonjour et salut à tous. Aujourd'hui, nous allons voir et parler de la route qui mène à ce que j'ai nommé le surhomme. En passant, si tu aimes le contenu de nos vidéos, je t'invite à liker et t'abonner. Merci. L'humanité ou l'homme est défini fondamentalement par sa capacité à évoluer. Si on observe l'histoire, l'homme évolue beaucoup plus grâce à ses interactions. Ses interactions avec son environnement et ses interactions avec ses égouts, on va dire. Voyons, quitte de cette étape-là où on a des individus un peu dispersés et qui apparaissent un peu de partout. Donc, vous avez un environnement où vous avez plusieurs êtres humains qui existent, mais qui ne sont pas en contact. C'est juste une carte avec des points, basiquement. Ensuite, qu'est-ce qu'il y en a? On a des interactions. Ces points avec leur environnement. Alors, soit ils survivent, soit ils meurent. C'était assez simple. Donc, tout ce qui était relatif à lui, tout ce qui était considéré comme bien, en d'autres termes, était vu par rapport à sa capacité à survivre. En d'autres termes, tout ce qui lui permettait de survivre était considéré comme bien. Mais ensuite, on a quoi? L'homme découvre l'homme. L'homme découvre son alter ego. On a directement d'abord le conflit. Parce que c'est généralement comme ça que l'on sait à qui on a fait, de façon naturelle, de façon plus ou moins animale. L'homme est un animal social. Et donc, les choses en résultent. Si on a un conflit, à la fin, soit l'un meurt, soit ils finissent par s'entendre sur plus ou moins comment survivre. Nous sommes là pour en parler, ça veut dire que plus ou moins descendants de ceux qui ont décidé de se mettre en commun pour survivre. Et là, vous avez donc des clans, vous avez des groupuscules d'humains qui se forment. Ce qui est intéressant à noter aussi, c'est que les vrais descendants de ceux qui ont eu un conflit, qui ont réussi à le transcender et à plus ou moins regarder l'avenir plus ou moins de la même façon. Mais il est aussi vrai que nous descendons de ceux qui, bien après, ont décidé de fermer leur bouche pour rester à l'intérieur de la communauté. Parce qu'ils savaient automatiquement, à cette époque, à ces époques-là, que si tu es seul, et ben tu meurs. La nature était hostile. Nous ne l'avions pas encore dominée comme aujourd'hui. Il y a eu des interactions qui évoluent avec les humains plus ou moins en même temps. On a dans la notion de bien qui change un tout petit peu, qui devient le bien relatif à la communauté. Nous avons aujourd'hui des interactions à l'échelle mondiale. Nous sommes littéralement à un clic l'un de l'autre. Ce qui impose sur nous une sorte de responsabilité. Ce n'est pas que tu es juste un être parmi 8 milliards d'êtres humains, alors tes actions ne comptent pas. Je te dis que c'est quoi? C'est une goutte d'eau dans un océan, alors tu peux te permettre plus ou moins de faire ce que tu veux. C'est une idée assez nihiliste. Et c'est fourrant, entre autres. Dans ta vie, tu connaîtras en moins de 1000 personnes. Ce qui te place à 2 personnes du milliard, littéralement. Donc, c'est pas que tes actions n'ont aucune importance. Tes actions peuvent reformer plus ou moins le monde, entre guillemets. Tes actions peuvent impacter les autres. Et c'est pourquoi tu en es responsable. Tu es responsable de ce monde. Dieu t'a fait à son image. Alors il serait temps que tu te comportes un peu comme tel. Si on en revient sur la route pour le surhomme, entre guillemets, on quitte de l'homme seul à l'homme qui est dans une micro-société. Ensuite, c'est cette société qui évolue avec le nombre d'êtres humains à l'intérieur. Et là, on a une étape de la croissance qui est assez moins plate. Ouais, jusqu'à l'avènement des églises. Alors, l'humanité n'est qu'un gamin, n'est qu'un enfant. Avant, je détestais fondamentalement l'humain pour toutes ses bassesses, pour toute sa faiblesse. Ça m'énervait à un point inestimable de voir des nations se battre pour des intérêts néfastes pour eux. Jusqu'au jour où je crois, j'avais 15 ans, oui. J'ai vu cette émission sur National Geographic. C'était une émission sur l'astronomie. En gros, on a pris toute l'âge de l'univers, on l'a réduit à une année. C'est 13 milliards 800 millions d'années, l'âge de l'univers. Et quand on le réduit à une année, et bah, toute la période d'existence de l'humain, tout, depuis son état où il est conscient, entre guillemets, jusqu'à nos jours, ne valent que 4 secondes. C'est où j'ai compris qu'en fait, l'humain
n'est qu'un enfant. Il n'a pas encore suffisamment évolué, alors je ne devrais pas l'en vouloir pour ceci. Mais plutôt essayer, à ma façon, de l'aider à évoluer. Et cela passe d'abord fondamentalement par une chose, à se changer soi-même d'abord, avant de pouvoir avoir l'audace de dire, de pouvoir changer le monde. Alors, ceci nous amène vers un point commun. Étant un enfant, l'humain avait besoin de plus ou moins des règles. Il ne pouvait se les fixer lui-même. C'est pourquoi vous avez la notion de contrat social, la notion du Léviathan, de Hobbes. Mais tout ce sont juste des grands thèmes. En gros, le contrat social, c'est juste que nous sommes une communauté, nous établissons nous-mêmes plus ou moins nos lois, nous décidons ensemble de ce qui doit être fait et tout. Ou encore, si c'est tellement grand, nous décidons d'établir une sorte de gouvernement. C'est plus ou moins ce que vous avez aujourd'hui avec la démocratie et tout. Mais le Léviathan d'Hobbes, c'est autre chose, c'est juste une sorte de tyrannie, entre guillemets. Vous donnez tous les pouvoirs à un seul être, que vous considérez comme votre guide. Ça marchait bien, le Léviathan de Hobbes, pendant l'ère de la monarchie. Mais c'est révolu, ça ne marche plus autant que ça, parce que, voyez-vous, tant de pouvoir concentré en un seul point corrompt le point en question. Peu importe comment est-ce que tu te définis comme un être de bien, si tu as le pouvoir assez longtemps, tu finis par être changé en tyran. C'est pourquoi donc, vous avez donc eu la séparation des pouvoirs bien après. On a eu le gouvernement, on a eu le pouvoir judiciaire, pouvoir exécutif, pouvoir. Afin de pouvoir créer une balance. Regardez bien, généralement on divise le gouvernement en trois grands bases. En trois grands. Pouvoir exécutif, pouvoir judiciaire et pouvoir législatif. Pourquoi trois? Parce qu'on a compris une chose. Un, c'est corrompu. Deux, c'est divisé. Mais trois, il y a équilibre. Mais un problème se pose, c'est qu'on traite toujours avec des humains. Donc, il y a des failles partout dans le système. Vous avez un pouvoir qui domine complètement sur les autres. Généralement, c'est le pouvoir exécutif. Il serait qu'il y a l'existence d'autres pouvoirs, comme le pouvoir médiatique et le pouvoir monétaire, qui sont plus puissants que les trois autres précédents. Parce qu'avec le pouvoir médiatique, tu choisis, entre guillemets, plus ou moins qui doit être élu, parce que c'est toi qui montres en fait à tout le peuple qui est qui, ou qui présente sous le meilleur angle ou bien sous le mauvais angle. Le pouvoir monétaire au-dessus de tout le reste, parce que le pouvoir monétaire contre le pouvoir médiatique. Et pourquoi vous voyez ces milliardaires acheter des journaux, par exemple Jeff Bezos qui a acheté le New York Times. Mais l'idée est la suivante, vous quittez de l'humanité qui n'est rien du tout à une humanité qui, entre guillemets, s'auto-encadre, crée des institutions pour les encadrer, tant sur l'aspect religieux que sur l'aspect politique, que sur l'aspect physique, on va dire. Et ça évolue ainsi. Si on revient beaucoup plus sur l'aspect religieux, aujourd'hui, le pourcentage d'êtres humains, je dirais entre 15-20% d'êtres humains, n'ont plus tant besoin des institutions religieuses, entre guillemets. Elles sont bonnes pour le reste de l'humanité. Les institutions religieuses sont venues, ont été là, nous ont guidés vers la porte qui nous mène vers notre prochaine évolution. Et il est temps pour nous d'emboîter le pas vers la fin. Nous sommes au dernier tournant qui nous mènera à notre prochaine étape, ce que j'ai appelé le surhomme. L'Église a fait ce qu'elle avait à faire. Elle nous a encadrés jusqu'à ce point-ci. Maintenant, c'est à nous, à tout un chacun précisément, de définir son système de valeurs, de définir plus ou moins ce en quoi il croit, fondamentalement. Parce qu'il a déjà atteint le niveau de conscience où il peut le faire. Il ne suffit juste de 15-20% de l'humanité qui soit complètement transformée pour que le reste suive. Il est vrai que nous avons eu beaucoup de révolutions technologiques, nous avons l'intelligence artificielle qui est en train de venir, nous avons eu l'ère des ordinateurs, le courant alternatif qui a, vraiment, sans ça, on n'aurait pas eu ces interactions aussi rapidement. Et la route du surhomme sera beaucoup plus fondée sur une révolution psychologique. C'est pourquoi je parle des systèmes de valeurs. Tout un chacun doit maintenir ces systèmes de valeurs, doit croire en ces valeurs-là. Je vais vous raconter une petite histoire récemment aussi. Lors
mon dernier cours de Foundation. On parlait avec notre professeur et puis elle nous a dit, pour elle, elle n'a pas de souci avec les gens et tout, qui croient ou qui ne croient pas en Dieu, qui soient dans tel camp politique ou dans tel autre. Elle disait tout simplement ceci, que aussi longtemps que la personne me respecte, je la respecterai. Aussi simple que ça. Qu'elle ne croit pas en Dieu et en toutes ces choses, mais qu'elle a plus ou moins pour croyance, on va dire, le respect. Elle a créé son système de valeurs. C'est vrai qu'il est assez simple, mais elle l'a fait. Et ça n'a pas besoin d'être compliqué en fait. C'est un truc que vous sentez que vous ne faites qu'un avec et vous décidez de suivre. Plutôt que c'est vous qui vous l'imposez. C'est vrai qu'on pourrait ouvrir notre débat en disant que l'ensemble de ce que tu considères comme système de valeurs est plus ou moins la représentation de Dieu dans ta vie. Ah, si c'est la représentation de Dieu dans ta vie, tant mieux.